Bon, Georges Valls, ancien maître boucher charcutier, très engagé dans la gastronomie. J'ai créé le traiteur chez soi, le restaurant chez soi. J'ai aussi occupé certaines fonctions à la Chambre de commerce, où j'ai défendu aussi sur le plan Alsace les petites et les moyennes entreprises, ainsi que quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur en Alsace, c'était entreprendre pour apprendre. Ah ben pour moi, l'Alsace, c'est avant tout la gastronomie. Een keut perlwürstle met een beer, een keuter vlammenkeus met een glas Silvaner, een keuter pekoven met een Riesling, een keut Schukrut met een Riesling, oder, wo man schon lang vergessen hat, mal Schneiderspätzle essen oder mal Dampfnudeln. Oui, pour une étoile, tu n'as pas besoin d'avoir étoilé pour manger de la gastronomie alsacienne. Parce que es gibt viele Dinge, qu'on oublie souvent, Kesselfleisch, und es gibt im Norden vom Elsass oder la Carpe frite im Psungau. Das ist alles unsere Gastronomie und unsere Kultur alsacienne. Kesselfleisch haben sie früher bei den Bauern gemacht, wenn sie Zöge gemetzt haben. Dann sind sie angegangen, haben ein bisschen Leber genommen und ein bisschen Beindäschle genommen und haben das in den Hafen gemacht und haben es gekocht. Ja. Und das kannst du nicht noch essen, wenn du frisch wohnst, dann gibt es Kesselfleisch, noch Speck drin, gereichter Speck, salzener Speck drin und meistens gibt es auch Süßkräuter dazu. Presskopf und so. Und am 5. stehst du auf, dann musst du noch Schnaps trinken. Dans chaque terroir, il y a des spécialités. Tu manges l'andouille de Vire, tu manges les tripes de Caen, tu vois. Et en Alsace, on a vraiment le Flammekueche, je ne sais pas si ça peut se faire autrement. Bon, les Allemands font aujourd'hui aussi du Flammekueche, tu vois. Tu vas dans les meilleurs restaurants, même chez Barras, tu peux avoir du Flammekueche. Ah, je pense que le long du Rhin, nous avons des points communs avec nos amis allemands, en ce qui concerne la gastronomie. Et pour moi, personnellement, on a aujourd'hui trop tendance à rechercher de la gastronomie un peu plus huppée. Je te dis, c'est pour ça que tu avais dernièrement les étoilés d'Alsace qui ont reçu les étoilés Michelin à Strasbourg. Et beaucoup ont été très contents d'avoir de nouveau retrouvé une étoile ou de l'avoir gardée, tu vois. Et cette façon de manger n'est pas toujours typiquement alsacienne parce que on essaie de l'approprier. J'étais dernièrement dans un restaurant, on faisait de la tarte flambée revisitée, tu vois. Alors je pense aussi qu'aujourd'hui, la demande de la clientèle n'est pas forcément de la gastronomie alsacienne, typiquement. C'est l'estomac de porc farci, qui est à la fois alsacien, mais aussi von der Pfalz, puisque un ancien président de la République allait la manger toujours avec Chirac. Donc, qu'est-ce qui est typiquement gastronomie alsacienne? Eh ben, je pense que nous avons quand même la choucroute, est quand même 90% alsacienne, bien que dans le Haut, il y avait aussi. Et quoi encore? Un Brettstell, qui est à la fois allemande et alsacienne, tu vois. Bon, je pense qu'on peut trouver quelques exemples comme ça. Moi qui étais boucher charcutier, la charcuterie, c'est les Allemands qui l'ont importé en Alsace. Là. Mais le Kesselfleisch, à mon avis, c'est typiquement alsacien. Typiquement alsacien. Oui. Culture ou de gastronomie? Culture. Ah, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a les chansons, enfin... Il y a Unser Elsässer Theater, par exemple, que j'aime bien, qui s'est d'ailleurs fortement développé. Hein. Les théâtres alsaciens dans nos campagnes, même à Ilkirch, on a une salle. Et je pense que typiquement aussi, c'est le tourisme. Hein, nos villages alsaciens, ça fait partie, je pense, très important de notre culture. Hein. Quand tu visites un Récuire ou compagnie... je pense que ou Egisheim, le plus beau village des Français, je pense que ça fait partie de notre culture. Samedi, j'ai rencontré le président de la Chambre des métiers d'Alsace, Jean-Luc Hoffmann, qui est un confrère, puisqu'il y a une boucherie. Et nous avons discuté un peu des problèmes que rencontre l'artisanat. Je pense que nous avions toujours fait de très bonne création de formation des apprentis.
D'ailleurs, le centre de formation des chefs, le CAPA, on le sait. Et nous étions très liés à les premières chambres de métiers françaises ont été basées sur les chambres de métiers alsaciennes. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est les Allemands qui nous ont apporté, avant 18, les premières chambres de métiers. Et les chambres de métiers étaient là pour défendre l'artisanat. Et nous sommes aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de bons professionnels. Sans bons professionnels, l'habit ne peut pas fonctionner. Notre culture doit faire de sorte que le particulier, quand il a un problème, que ce soit toiture, trouve l'artisan capable de lui régler le problème. Et je trouve que Jean-Luc Hoffmann s'y attache beaucoup, a forte aussi l'idée de développer l'artisanat pour que les jeunes... Aujourd'hui, il faut te dire, dans le temps, être lire-beu, c'était pas toujours bien accueilli. Aujourd'hui, prendre un apprenti, c'est le valoriser, lui donner tout de suite tout ce qui peut être dans la vie, parce qu'il peut, à partir d'un apprentissage, être après un gars qui a des bacs plus, qui a une formation bien appropriée, qui peut faire un master. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut valoriser l'artisanat par les conséquences que ça peut avoir. Plus que tu as de la formation, mieux tu sais diriger tes doigts, tes mains. Tu vois, parce que qui dit apprenti, métier artisanaux, c'est souvent avec les mains qu'on le fait, tu vois. Et plus tu as d'intelligence, mieux ça fonctionne, tu vois. À 25 ans, il faut prendre tous les risques. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas les prendre à 40 ans. À 25 ans, si ça ne marche pas, tu fais autre chose, tu vois. Et celui qui se dirige vers un métier artisanal, il a toutes les chances de réussir. Parce qu'il y a une demande, et surtout pour ceux qui sont des bons professionnels, tu vois. Alors, tu as d'ailleurs remarqué dans l'éternel, il y a des bouchers qui ouvrent de nouveau à Strasbourg, qui avaient notre formation, qui décident de se laisser dans le métier de la viande. Moi, je les admire, c'est extraordinaire. Les grands problèmes qui vont être posés à l'ensemble des pays européens, il faut accueillir les gens et les former. Et les former dans les métiers où on en a besoin, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des métiers qui sont relancés, le forgeron, des choses comme ça. C'est peut-être un tout petit peu anecdotique, mais je pense que c'est certains métiers où le gars qui est maréchal ferrant, tu vois. Mais la Chambre des métiers est très active et elle a toujours fait de sorte qu'on essaie de trouver le plus d'artisans capables, je dis bien. Parce que je vais vous citer une anecdote. On avait un jour une machine qui est tombée en panne, une cutter, ça sert à faire de la saucisse, de la pâte à saucisse, tu vois. Puis on venait d'acheter la machine. Je fais venir le gars qui nous l'a vendu. Il a regardé pendant 3/4 d'heure, il n'a pas trouvé, ça va pas. J'avais un copain électricien, il me dit donne-moi le carnet d'entretien. Il a regardé, il a vu en 5 minutes qu'il y avait un piton qui avait pété. Alors tu vois, il faut être capable dans la vie. Il faut être capable. Aujourd'hui, les chambres de métiers sont des chambres de métiers de la France entière, tu vois. L'Alsacien a un peu l'avantage d'être frontalier, d'être comparé un peu avec nos pays allemands, de faire des échanges. On peut aujourd'hui, avec Entreprendre pour l'apprendre, on s'imprégnait et on envoyait des classes de l'autre côté du Rhin pour essayer d'apprendre ce qu'ils avaient et de venir chez nous, d'apprendre ce que nous savions, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir échanger, et les jeunes échangent beaucoup. Nous avions fait, à travers l'AGFA, une convention européenne de l'apprentissage. On l'a fait au Conseil de l'Europe pour permettre à tous les apprentis d'aller dans n'importe quel pays d'Europe, du Conseil de l'Europe. Et ça a fonctionné. Et je pense que ça fonctionne encore. C'est intéressant peut-être d'apprendre le métier de boucher-charcutier au Danemark, en Islande, je ne sais pas, ou en Norvège, tu vois, ou d'être... les gars qui s'occupent des toitures, tu vois, d'aller voir là-bas comment est-ce qu'on fait, comment on couvre une maison je sais pas, en Lettonie, un truc comme ça. Je pense que les échanges sont très importants. J'ai été, à un moment donné, au conseil d'administration, l'AGFA, c'était le récolteur pour l'apprentissage, tu vois, pour que la CGPMR avait mis en place.
Si je peux me permettre une anecdote, quand j'ai commencé la boucherie, j'ai acheté un camion-magasin et je tournais à Ilkirch. Il y a une dame qui est venue, m'a dit « Redest du Elsässisch ?» Et de Kaufine Peterine. Ouais, elle ne parlait pas français. Bon, je te parle, c'était en 67-68. L'Alsacien se perd quand même un peu. C'est un peu malheureux. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mes deux, mon garçon et ma fille, avaient une tante à Heidelberg. Alors, je les ai envoyés en vacances. Ils avaient que la télé allemande. Donc, ils ont fait l'oreille, tu vois. Et Amérique, il sait, si tu vois, on a trop tendance à reparler français. Mais tu oui, vois. bien sûr. Fleischbank. Ja, wordt nog een beetje Elsassisch geredet. Okay. Mal ze vangen, ze de Madame Riedinger-Balzer, die redet alle nog Elsassisch. Madame, was willen nog? Dan gaat het biefstek. Nou, in deine Dörfer wordt nog Elsassisch geredet. Ja. Aujourd'hui, nous avons quand même des gens à assimiler en Alsace. Hein. Et de plus en plus, tu vois. Ja. Et alors, de l'urbain, du suburbain, et puis dans les campagnes, c'est un peu différent qu'en ville. Hein. À Ilkirch, un couple, lui, il est venu en 1945 épouser une fille de paysan, et il est toujours resté là. Et il a toujours... Arrête Fochtel, ça, c'est bon, il a 92 ans, 93 ans. Mais les enfants sont assimilés, très bien assimilés, tu vois. D'ailleurs, une des filles est avec le président de l'histoire d'Erstein, là. Tu vois, des 4 cantons, là, tu vois. Ouais, maître Jean-Georges. Bon, enfin, peu importe. Les gens s'assimilent ici, hein. On est une terre d'accueil, quand même, non? La façon de vivre à Wissembourg n'est pas la même que dans le Sundgau, hein. Et chacun doit s'y retrouver, hein. Moi, j'ai eu de la chance. Mon père était Orinois, ma mère était parinoise, tout ça marchait. Ça, je te une Gewelten aussi protestant, die Frau Hiro, tu vois. Pour l'anecdote, hein, tu vois. Dans le monde de la boucherie, il y avait beaucoup de religions juives, hein. Les marchands de bestiaux étaient juifs. Aujourd'hui, leurs fils sont toubibs ou avocats ou un truc comme ça, tu vois, ou dentistes, tu vois. Mais dans le temps, ils étaient marchands de bestiaux, marchands de grains, marchands de tissus, tu vois. Et donc, dans notre métier de la boucherie, il y en avait tout plein. Hein. Il y avait encore Mandel qui a passé dernièrement à la télé. Et nous avions une très bonne entente, tu vois. Très bonne entente. Aujourd'hui, même ce marché-là, cette façon d'acheter chez les paysans a disparu. Mais frère, c'est pur comme une cave. Et on abattait nous-mêmes, nous, à Erstein, il y avait un abattoir, tu vois. Tout ça, ça a disparu parce qu'aujourd'hui, on va plus chercher 2 cochons. Le gars, il en produit 100, tu vois, et ça passe par des grands abattoirs. Donc cette industrialisation de la boucherie a un peu changé aussi, tu vois, et qui a fait que des gens comme la ferme Adam s'est monté, tu vois. Schweizer qui s'est monté. Pour la boucherie, pour parler que de boucherie. Voilà. Je vous cite un exemple. Dans le temps, à Hipsheim, il y avait un gars qui s'appelait Kins et qui avait des moutons. D'ailleurs, tu voyais ça encore il y a 30-40 ans, le berger qui partait avec les moutons. Donc, toutes les semaines, il amenait une vingtaine, trentaine de moutons à l'abattoir de Strasbourg et les marchands de bestiaux lui les achetaient, tu vois. Il a complètement disparu parce que je pense que ce métier a eu des conséquences. Il a eu peut-être plus les terres pour les nourrir, des choses comme ça, tu vois. Les moutons ne peuvent pas manger tout le maïs. Non, ça c'est exact aussi. Oui. Donc tu vois un peu l'évolution aussi dans ce métier-là, tu vois. Moi j'allais plutôt dans la chair ou le long de Bolsenehöten, tu vois. Là il y avait des paysans, normalement ils élevaient 5-6 cochons, ils avaient plusieurs vaches quand même, 2-3 vaches plus... Et cela, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a encore des élevages, mais des élevages intensifs. Tu as d'ailleurs un monsieur très connu, le Joseph de Hall, là, à Fétisheim, son fils et son gendre, ils ont 200-300 bêtes dans l'étable, tu vois. Tout est différent aujourd'hui, pour faire de la viande. Ouais, parce que quand
Un veau vient au monde, il est soit femelle, soit mâle, comme nous. Et alors, le mâle, soit tu lui coupes les testicules pour que ça devienne un bœuf au bout de quelques temps. Donc, quand tu coupes les testicules, il perd 2-3 mois, tu vois. Il se regresse, tu vois. Et après, tu peux vendre ça en bœuf un peu plus cher. Mais aujourd'hui, il y a, je ne veux pas dire une combine, mais un arrangement. Tu tues les taureaux avant 18 mois, c'est devenu jeune bovin. JB. Et tu as ça dans la grande distribution. Mais il faut que ce soit avant 18 mois. Et ça, je trouve que ça, c'est extraordinaire ce que le monde agricole a réussi à faire. Mais écoute, c'est économiquement bien pour eux. Parce que l'enveloppe geschrieben taureau, parce que c'est un taureau, les gens ne l'achèteraient pas. Ouais, le taureau, dans l'esprit, c'est dur, tu vois, c'est dur. D'accord. Ouais. Non, mais bon, ils sont très bien débrouillés. Et alors, les femelles qui naissent, soit ils en font des génisses aussi, donc c'est un peu plus fin, tu vois, ou alors ils deviennent des vaches laitières, tu vois. Le marché était toujours un tout petit peu très français, tu vois. Je me rappelle toujours, j'avais un copain qui s'appelait Claude Lévy, il partait le dimanche soir au marché, c'était au Havre, quelque part, un marché en Normandie, pour acheter le besoin de vaches normandes, de bœufs normands, pour la vente aux abattoirs de Strasbourg. Et donc le marché était un marché ouvert. Alors c'est aussi encore une législation aux anciens abattoirs rue de Molsheim, le marché était fermé. Tu fais un marché ouvert où tu peux amener tes bêtes et puis tu peux les reprendre. À Strasbourg, tu les amenais, tu n'avais plus le droit de les reprendre, il fallait faire abattre. Tu vois. Donc il y a aussi eu de l'importation, si je peux appeler ça ainsi, de la Normandie ou de l'Aubrac ou de la Salers. Et à un moment donné, cette tendance du Limousin ou du Charolais, tu vois. Et les gens voulaient que tu marques Charolais, Limousin, ça sonnait bien. D'ailleurs, monsieur Christian Meyer avait fait un élevage de pâtissier. Oui. Il avait des charolais, je crois 30 ou 40 charolais dans une ferme, là, dans le nord de l'Alsace. Ouais. Mais il y a encore de la production alsacienne, sûr. Pas seulement du maïs. On avait des mots en yiddish, tu vois. Ouais, ouais. Parce que par habitude, Minsex, ist nichts los, des trucs comme ça, il y avait des mots alsaciens, des mots juifs alsaciens. D'ailleurs, une vieille vache, en yiddish, ça s'appelle Peimes. On dit, ah, hast du all Peimes wieder gesehen, tu vois. C'est vrai. Oui, il y avait d'ailleurs... les Juifs étaient très assimilés, hein, vous le savez mieux que moi, hein, très assimilés dans nos métiers, dans les autres aussi, dans les villages. Ouais. Alors je veux dire, dans le temps, il y avait des bouchers dans chaque village. À Elkirch, quand moi j'ai pris la boucherie, on était 10. Aujourd'hui, il y en a encore 2. Et vous avez des quartiers, il n'y a plus de boucherie, hein. D'ailleurs, il y a une grande boucherie à Strasbourg qui est à vendre. C'est Friklutz, hein. Je dévoile pas un secret, parce qu'on nous l'avait proposé à un moment donné, à un ami, à mon fils, si ça peut les intéresser. Donc bon, c'est un peu aussi en rapport avec la difficulté d'accéder au Strasbourg, tu vois. Mais par contre, il y en a d'autres qui se développent. On a vu, là, Grand Rue, il y a une nouvelle boucherie, un truc comme ça. Donc moi, j'admire ces jeunes qui font ça, tu vois. Mais c'est un peu, si je peux comparer ça, tu as la boucherie, l'épicerie arabe qui se monte dans le quartier, tu vois. C'est un gars qui est ouvert 7 jours sur 7, pratiquement, qui est toujours là. Et pour ça, ça fonctionne, tu vois. C'est un truc de dépannage. Mais là, j'en ai une dans mon quartier, là, à Ilkirch. Ils vendent de la viande impeccable, tu vois. Mais je pense que ces boucheries-là, s'ils se spécialisent dans des produits bon marché et de bonne qualité, ça marchera. Ça marche. Il faut être un vrai pro. Bon, qu'est-ce que ça veut dire la viande halal ? Ça veut dire la viande cachère aussi. C'est pareil, hein. C'est de prendre la bête et de l'égorger avant que de la tuer. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Tu la retournes et tu lui coupes la gorge, tu vois.
C'est d'ailleurs contesté par les amis des animaux. Hein. Mais mon père prétendait toujours qu'une viande cachère se gardait mieux qu'une autre. Parce que c'est plus l'afterus, la viande attendrie, ça c'est encore un autre problème. Logiquement, si vous avez la bonne viande, vous n'avez pas besoin de l'attendrir, logiquement. Mais la viande attendrie, c'est il y a un appareil avec des aiguilles et tu passes le morceau de viande, qui est, à mon avis, interdit, je ne sais pas, tu vois, parce que c'est pas naturel, tu vois. Mais c'est un bon morceau de viande, hop, attendrir dans le frigo, tu vois. Et ça, c'est aussi tout un procédé encore, tu vois. Quand j'étais jeune, je travaillais à Paris, chez Devel, rue de la Pompe, dans le 16e. Et on vendait que des quartiers arrière de vaches de réforme. C'est-à-dire des vaches qui ont allaité, qui ont donné des veaux pendant 3-4 ans, et au bout de 5-6 ans, on les engraisse et on les vendait à Paris. Et les quartiers arrière, on les laissait 3 semaines au frigo. Et alors à l'époque, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais le plus jeune, il fallait d'abord que je mette la sciure par terre pour empêcher l'humidité. Parce que le pire, pour conserver, c'est l'humidité, tu vois. Et là, on avait une viande extraordinaire. Bon, il fallait que ce soit un peu gras, c'était plus tellement jeune. C'est plus la viande est âgée, plus elle prend aussi un peu des graisses partout. C'est d'ailleurs l'histoire du bœuf japonais, là, très persillé. Wenn es richtig aufpasst, ist fast nur fait. Moi, je donne un exemple. Il y a une dame qui rentre au restaurant et dit « Vous faites vegan ?» et dit « Madame, regardez-moi, je suis un ancien boucher charcutier. Cette liche rumgedreht, ich vorkomme. » Tu vois, les bouchers, ils ont demandé à la clientèle. Je pense que cette histoire de vouloir attaquer le fait que la vache, elle fait beaucoup de trucs contre l'ozone et des trucs comme ça, contre la couche d'ozone, moi je trouve que c'est complètement dépassé. Enfin, dépassé. Mais il y a des gens comme ça. Hein. Il faut les laisser, Christian, il faut les laisser. Tu auras toujours des amateurs de viande. Toujours. Aujourd'hui, il faut même te dire, tu as à la fois, dans le temps, on n'avait pas beaucoup de Chinois ou de trucs comme ça, tu vois, d'autres façons de s'alimenter. Alors, je vais te dire, au Golfe d'Ilkirch, il y a un nouveau restaurateur, il est sri-lankais. Donc, il fait une cuisine indienne, tu vois. Et souvent, dans ces cuisines-là, il y a moins de viande, il y a du poisson, il y a des choses comme ça. Mais on mange bien de viande, de toute façon. Si tu veux faire un ragoût de bœuf, tu n'as pas à prendre du filet de bœuf. Tu prends de l'épaule, dans les trucs comme ça, qui fait... Et que tu mijotes pendant 2 heures, 3 heures, tu vois. Il faut toujours prendre... C'est comme les patates. Quand tu as des bonnes patates, il faut... Enfin, quand tu veux faire quelque chose, il faut la patate appropriée. Et c'est quand tu veux faire quelque chose en bonne viande, il faut le morceau approprié. Quand je suis rentré de Paris, là, de mon stage, là, j'ai commencé à découper un quartier arrière de bœuf. Il y avait... Mon père ne savait pas ce que c'était la poire, le merlan, l'araignée, truc comme ça, ni le rond de Paris. Putain, il a failli me courir après. Parce que, tu sais, dans le temps, on mangeait beaucoup plus de on mange beaucoup moins de charcuterie aussi. On mangeait beaucoup de charcuterie. Le samedi, les gens venaient acheter Aufschnitt. Donc, charcuterie mélangée pour le repas de samedi soir. Ça, c'est dépassé, tu vois. Dépassé. Et donc, le boucher s'en foutait de faire de la découpe un peu spéciale, tu vois. Tout passait en charcuterie. Mit que de Fleisch quand tu vois. Non, mais le rond de Paris, c'est un très bon morceau. Mais dans ce morceau-là, tu as une... À l'arrière, c'est dur, tu vois. Donc, il faut savoir le couper jusqu'à un moment donné. Le reste, tu passes en tartare. Le plus important, c'était la confiance entre le client et le boucher. Je ne sais pas si tu as raconté la dernière fois. J'ai une cliente qui vient, qui dit « Zwei Götti Beefsteak ». Alors, je lui donne 2 beefsteaks du filet, elle revient quelques jours après. Je dis « Ce que c'est ?» Comme d'habitude, c'était pas bon. J'ai expliqué moi comment vous avez fait. J'ai mis dans la poêle, j'ai mis un verre d'eau et j'ai mis le couvercle dessus. Alors, j'ai dit, madame, vous ne savez pas cuisiner. Et le mari était derrière, il a fait. Alors, je lui ai expliqué. Après, c'est devenu une clientèle sans. J'ai dit, madame, vous mettez un peu d'huile. Il faut expliquer. C'est d'ailleurs le conseil
du boucher vis-à-vis du client la chose la plus importante. C'est comme si tu vas chez le médecin, il faut lui faire confiance. Tu manges à Cannes, à Marseille, tu manges pas comme tu manges à Strasbourg, tu vois. Et puis, ils font pas de charcuterie. Nous, on avait des clients, on leur envoyait des virches, là, tu vois, là en bas, sur les marchés. C'est différent, tu vois. Et puis, il faut dire, il faisait plus chaud. Maintenant, ça vient aussi chez nous. Donc, il fallait adapter aussi la façon de cuisiner, des choses comme ça. Mais dans un bœuf, tu as toujours les mêmes morceaux. Tu as toujours les mêmes morceaux. Ils les coupent peut-être un peu différemment, mais les muscles sont toujours pareils. Un boucher ne peut exister que s'il a du haut de gamme. Les gens disaient à Ilkirch, « De Wolf ist der Dirsch, aber der Wolf ist der Beste. » J'ai dit, c'est long, c'est des saves. Bon, il faut dire que depuis 20 ans, on n'a plus de boucherie. Moi, je considère toujours, das Beste ist noch das Billigste. Wenn du kaufst ein paar schlechte Schuhe, machst du weg nach 6 mois. Alors, autant prendre les doubles et tu les gardes 2 ans, tu vois. Bon, j'hématise, tu vois. Mais pour revenir à la boucherie, c'est un super métier. Wenn's kannst. Strabels davon. Moi, je suis pour l'Alsace pour seul, tu vois. Et à la rigueur, on l'avait déjà évoqué, c'est de faire, d'avoir des trucs complémentaires avec le pays de Bade. Hein. C'est nous, notre culture rhénane qui peut ressortir, tu vois. Même avec Basel et compagnie, tu vois, on peut certainement culturellement faire quelque chose. Et je pense que ça existe déjà, hein, culture artistique, tu vois. Mais personnellement, je préférerais qu'on soit seul en Alsace, tu vois. Enfin, seul, ne pas plus faire partie du Grand Est. Et je serais pour une culture alsacienne seule. Je pense qu'on s'en sortirait... tu peux pas sans fonctionner sans les dotations de l'État, hein, des choses comme ça. Mais je pense que économiquement, on s'en sortira. Et il y a encore beaucoup à faire, tu vois. J'étais encore avec... chez les Hortnerières, ils ont la même idée, tu vois. Ouais. Puis ceux qui... eux, ils reprochent, et moi, je pense qu'ils ont raison, il y a quelquefois pas d'hommes assez imbriqués pour vraiment défendre notre idée, tu vois. Je pense qu'on devrait être un peu plus nombreux encore à le faire. J'ai passé l'âge, sinon je referais de la politique. Pour défendre l'Alsace, hein. Voilà. Ouais. Eh ben, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste, mais et prudent peut-être aussi, parce que les vrais Alsaciens, on diminue en nombre, tu vois. Aujourd'hui, tu as des mariages mixtes et des trucs comme ça, puis beaucoup qui partent, je te l'ai dit, hein. Je joue aux cartes, là, avec un monsieur, la petite fille est en Australie, le fils, il est aux États-Unis, tu vois. Ça te perd. Mais est-ce que vous connaissez les Alsaciens de l'extérieur? Ils sont très actifs et je trouve c'est déjà un bon élément avec Gérard Stedel, là, qui s'en occupe bien. Et je pense que l'Alsace, nous ferons de sorte que ça existe, tu vois. Je m'y engage aussi, tu vois.